Le monde de la prospection et du marketing est en train de changer en profondeur. On parle du setting aujourd'hui. C'est vraiment la méthode qui nous a permis de doubler notre nombre de leads en un an sans publier plus de contenu. Sur une centaine de conversations engagées, on est à peu près sur des taux de réponse à entre 50 et 70%. En fait, j'étais entre 40 et 60-70 rendez-vous, les très bons mois, je veux dire. Aucun canal d'acquisition permet d'aller chercher autant de rendez-vous. Et c'est exactement les mêmes résultats qu'on a observés chez les 50 clients chez qui on l'a implémenté. On t'a listé 7 étapes qui vont te permettre de copier-coller notre méthode chez toi de façon extrêmement simple, limpide. On est parti. On peut voir défiler à l'écran quelques petits exemples de cas clients avec qui on a eu des résultats exceptionnels avec cette approche. La personne en question n'est nul autre que Flavien. Comment tu le définis, le setting ? Il y a deux typologies de setting, mais pour résumer, ça va être le fait d'engager de la conversation archi personnalisée avec des personnes qui vont montrer une marque d'intérêt sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple, je fais du contenu sur LinkedIn. J'ai des personnes qui vont liker, commenter mes posts, qui vont visiter mon profil, follow mon compte, faire des demandes de relations. Ça, c'est les 5 points principaux pour le cas de LinkedIn. Et en fait, l'idée, c'est d'engager des conversations, profiter de ces petits points, de ces petites marques d'intérêt-là pour aller engager une conversation avec la personne. Parce que faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est intéressant, mais on attend que les prospects viennent à nous pour voir plusieurs fois nos posts, dire « Ah ouais, venez, ils sont experts dans cette thématique-là, peut-être que je vais aller sur leur site et prendre rendez-vous avec eux. » Ça peut être un processus vraiment long et les personnes peuvent ne jamais passer à l'action. En fait, le setting, c'est un petit peu profiter de ces points de contact-là, prendre par la main la personne, aller engager une discussion avec elle pour échanger, la qualifier, comprendre son besoin et derrière, s'il y a un besoin et que la personne est qualifiée, l'envoyer en rendez-vous. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle l'inbound setting. Donc c'est le fait de traiter tous ces points de contact-là pour engager de la conversation. Mais on a aussi ce qu'on appelle, nous, côté Scalesia, l'outbound setting. C'est le fait d'engager des conversations avec des prospects totalement froids, mais avec cette approche très conversationnelle. En fait, à la différence de l'outreach LinkedIn, qui est vraiment très transactionnel, très descendant, où on va, je grossis le trait volontairement, mais bonjour, prénom, je suis un tel, j'ai fondé telle entreprise, je propose ça, est-ce qu'on se prend un café pour en discuter? Ça, c'est plus proche du cold emailing, en fait, où on va directement droit au but sur ce qu'on propose. Là, l'outbound setting, c'est on passe un petit peu par une phase de conversation, de création de lien avec la personne, où on va s'intéresser à ce qu'elle fait, poser une question archi personnalisée, en fait, où la personne ne peut pas se dire c'est impossible que ce soit une IA qui m'ait généré ça, parce que la question est réellement pertinente et légitime surtout. Ça peut être des vraies questions qu'on se pose. J'ai été faire un tour sur votre site. Donc, au-delà du SEO, vous faites aussi du SIA, juste pour bien comprendre. Je sais que tu aimes bien cette question-là. Les deux points d'interrogation à la fin sont très importants. Bien sûr, si tu mets un point d'interrogation, ça marche. Mais on y reviendra. Attention, petit teasing pour le watch time. On y reviendra à la fin parce qu'on va partager des tips ultra actionnables, des choses à copier-coller, des templates de messages que vous allez pouvoir récupérer. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que on va vous envoyer vraiment du très très lourd. Mais pour résumer ce qu'est le setting, c'est engager de la conversation personnalisée et le maître mot, c'est vraiment création de conversation, création de liens et ultra personnalisation de l'approche. On n'est pas là pour tout automatiser. Ça prend un peu plus de temps. La prospection, de toute façon, ça prend du temps. Qu'on fasse du cold call, du cold emailing, mais vouloir tout automatiser en 2024-2025, ça dessert en fait, parce que maintenant, on est dans une phase où tout le monde peut faire utiliser des outils d'automatisation. Donc, l'idée, c'est vraiment de personnaliser pour sortir du lot. En fait. On en parlait cette semaine, petit segue sur l'automatisation, sur l'IA. Et on se disait que la meilleure façon d'utiliser l'automatisation, d'automatiser un truc ou de rajouter une surcouche d'IA dessus, c'est quand tu le maîtrises déjà extrêmement bien, au point que tu serais en mesure théoriquement de l'enseigner et de le faire par un stagiaire de 3e qui pipe absolument rien au domaine et qui se contenterait juste d'appuyer sur des boutons et de suivre tes consignes à la lettre. Et c'est à ce moment-là que effectivement l'IA peut devenir intéressant, pertinent et ramener des résultats, générer des résultats satisfaisants, voire même au-delà en termes de rendement de ce que tu pourrais toi produire en tant qu'humain avec tes 10 petits doigts. Mais par contre, ça nécessite effectivement une vraie proportionnalité dans la maîtrise du sujet a priori, quoi. Et ce qui m'a vraiment marqué avec le setting, c'est que ça remet au centre des premiers principes qui sont extrêmement importants, mais qu'on a tendance à laisser de côté. Vraiment des fondamentaux qui sont, ce que tu disais, la notion de conversation, qui sont la notion de progressivité dans l'échange. La prospection, l'écueil de la prospection tel qu'on le pratique aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des taux de conversion de 1% et qu'on en est content, c'est que ça vient brusquer très fortement des relations qui sont
qui ne sont même pas encore des relations, qui sont des embryons de relations, quoi. En fait, ce que j'adore avec le setting, c'est que tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais c'est que ça vient mettre une vraie continuité très logique et très en accord avec la psyché de l'interlocuteur, qui est d'abord une conversation, qui est ensuite une relation qui va Mmh. découler de ces différents allers-retours, et ça peut aller très très vite, hein, quand on sait s'y prendre, qui ensuite va nous permettre d'identifier un intérêt commun commercial, un intérêt commun collaboratif, quoi, pour ensuite découler vers une potentielle transaction. Donc vraiment 4 étapes comme ça, par lesquelles Mmh. on va faire descendre le prospect, vers lesquelles on va faire évoluer les échanges, et qui changent absolument la donne, du moment effectivement qu'on le comprend, qu'on l'accepte, et qu'on change en fait la métrique reine comme étant celle du nombre de conversations générées, C'est plutôt ça. que celle du nombre de rendez-vous générés, parce que les rendez-vous découleront directement de cette quantité, de cette qualité de conversation. Clairement. Je préfère, engager, 10 conversations dans la semaine, archi qualitatives, plutôt que d'en faire, 50 ou 100, où, je vais avoir, 5 réponses, dont 4 négatives, peut-être une positive et encore le pas tout est fait, derrière il faut continuer donc clairement, qualité supérieure à quantité pour le coup, même si on peut faire les 2, hein, faire de la qualité, de l'ultra personnalisation, tout en faisant de la quantité, de l'intensité, parce que, ça reste la loi des nombres, hein, sur de la prospection, mais 100 d'accord. Quelques chiffres à nous partager là, du setting, concernant Scadesia, concernant les clients qu'on a avec moi, parce que le setting fait partie aujourd'hui des thématiques reines qu'on implémente chez nos clients. C'est-à-dire Mmh. que je peine à avoir en tête là un client pour qui on n'a pas implémenté du setting ces derniers mois, et avec à Mmh. chaque fois des résultats de fou. Mais t'as Ouais. des chiffres à nous partager? Donc maintenant, on est une équipe de 4 côté setting. Mais à l'époque, quand j'étais tout seul, il y a à peu près un an, j'étais entre 40 et 60-70 rendez-vous les très bonnes semaines. Pas semaines, les très bons mois, je veux dire. Ça ferait vraiment beaucoup par semaine. Donc enfin voilà, on n'a aucun canal d'acquisition permet d'aller chercher autant de rendez-vous. Bien sûr, il y a la brand Scalesia, tout le contenu qu'on crée autour qui a grandement facilité ça. On voit que c'est vraiment un canal qui va chercher du gros rendez-vous. Aussi, enfin, l'idée, c'est pas de générer que du rendez-vous, c'est du chiffre d'affaires in fine. Ce qui est intéressant, c'est on va pouvoir qualifier le prospect. Justement, on a des premières briques de qualification. Par exemple, sur le profil LinkedIn, on va voir que la personne, elle fait du B2B, que son intitulé ce poste, c'est un CEO, founder, enfin un dirigeant en général, donc là, qui correspond à la cible dans notre cas. Mais derrière, il y a les questions de qualification où on va s'intéresser à ce que fait la personne, lui demander à peu près quel niveau de chiffre d'affaires elle fait. Ce qui fait qu'on a vraiment des prospects qui ont une première discussion avec nous, donc on a pu les qualifier. Donc derrière, c'est des personnes qu'on envoie qui sont plus qualifiées en rendez-vous. Après, en termes de chiffres, hein, je ne sais pas si tu veux que je donne peut-être des ordres de grandeur de ce qu'on peut aller chercher. Sur une centaine de conversations engagées, on est à peu près sur des taux de réponse à entre 50 et 70% en fait, donc ce qui est vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, C'est la énorme. question qu'on pose, elle est personnalisée et elle est légitime en fait. Et en fait, on vient jouer un petit peu sur l'ambiguïté de la personne qui reçoit cette question-là. Elle ne sait pas si on est vraiment intéressé par leur produit, on peut être un potentiel partenaire, un apporteur d'affaires en fait. Donc la personne ne sait pas trop. Donc si la personne est active sur LinkedIn, qu'on rebondit suite à une interaction et qu'on engage une question ultra personnalisée, c'est pour ça qu'on a des taux de réponse qui crèvent les plafonds. Après, sur ces taux de réponse-là, on a des taux de prise de rendez-vous autour de 20-25%. Ça va dépendre. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui est dans la cible, qui a interagi suite à un post, qui nous a répondu. Derrière, logiquement, si moi je lui ai envoyé un message, c'est que la personne, elle est qualifiée. En tout cas, visuellement, c'est de par les informations qui sont disponibles sur LinkedIn, je sais qu'elle est qualifiée. Il suffit d'être intelligent dans la façon de le faire et c'est toute la stratégie et l'intelligence conversationnelle qu'il y a dans le setting. Derrière, c'est pas archi compliqué d'envoyer la personne en rendez-vous, surtout que c'est une découverte. Donc voilà, on a des taux de prise de rendez-vous vraiment importants. Sur la base globale des 100 conversations engagées, ce qu'il faut se dire, c'est que, donc il y en a qui ne vont jamais répondre forcément, 5% de taux de prise de rendez-vous, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, c'est important. C'est déjà cool. Et sur la partie vraiment inbound, nous, on arrive certains mois, à aller chercher aux alentours de 10, 12, 13% de prise de rendez-vous sur ces personnes-là. Donc sur 100 conversations engagées, je suis à peu près une dizaine, 10, 12 rendez-vous générés in fine. Donc, J'ai échangé avec un de nos clients cette semaine qui ouais, m'a partagé, c'est marrant parce qu'il m'a partagé une de ses conversations, il m'a montré son écran, on ouais, était en office hour, ok, alors déjà, il m'a dit qu'il avait rentabilisé l'accompagnement en un mois, et ce qui est cool, c'est que c'est loin d'être le seul. Si vous voulez qu'on en discute, tous les liens sont en description, mais
il m'expliquait qu'il a appliqué tes préceptes à la lettre. C'est-à-dire OK. vraiment, il s'est juste contenté de débrancher le cerveau, Mmh. ce qu'on recommande à nos clients. C'est faites-nous confiance. On est là pour ça. On est là pour déblayer le terrain pour vous et Ouais. d'utiliser tes templates de messages et tes trames de conversation. Mmh. Et il m'a montré que ce jour-là, il a booké ses premiers rendez-vous alors que il avait engendré qu'une poignée de premières conversations le matin même, quoi. Ça va Ouais, extrêmement vite quand c'est bien fait. clairement. Je Comment pense est-ce qu'on le fait bien, justement? comment est-ce qu'on le fait bien? Alors Là, là, gros on sujet, peut là, on est parti pour 40 minutes. J'espère que vous êtes prêts. ouais, c'est ça, ou 4 heures même. Donc enfin, il y a plein de bonnes pratiques, c'est un petit peu ta question, j'imagine. Donc l'idée, c'est, d'un point de vue, on va voir le fond et la forme, hein. Au niveau de la forme, en fait, quand la personne reçoit un message, de votre part, il ne faut pas qu'elle, ressente que c'est de la prospection. En fait, je pense qu'on est tous pareils, on a tous développé des radars anti-prospection. Moi, quand je reçois un message sur LinkedIn, rien que visuellement, si, je découpe, j'imprime cette conversation, je la mets, au fond de la pièce, je vois si c'est un message de prospection, en fait. La forme, elle est tout le temps un petit peu la même et c'est ce qu'on veut ne pas aller chercher. C'est, bonjour prénom, tu sautes de ligne, tu dis ce que tu fais, tu ressautes de ligne, on en discute prochainement, point d'interrogation, cordialement, Michel, et le numéro de téléphone. Ça, c'est vraiment les pires messages en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir un petit peu de ces sentiers battus-là. Euh, En fait, ce qu'on va aller chercher à faire, les bonnes pratiques, ça va être par exemple de tout écrire en minuscules. Ça, c'est quelque chose qu'on a implémenté depuis 4 à 6 mois côté Scalesia, qu'on préconise aussi à nos clients. C'est en fait le fait de ne pas mettre des majuscules partout, ça fait très spontanéité en fait. En fait, l'image que moi quand je fais des coachings sur cette partie-là, la personne, quand elle reçoit un message de votre part, il faut qu'elle ait l'impression que vous soyez en train de marcher dans la rue pour aller prendre votre métro, que vous soyez en train de pianoter sur votre téléphone. Et non pas être derrière votre ordinateur bien posé à engager des messages de prospection. C'est pour ça que le fait d'envoyer tout en minuscule, ça fait très, voilà, j'écris de manière spontanée. Bon, les prénoms, hello prénom, le prénom, on va le mettre en majuscule, bien entendu. Mais le nom de l'entreprise, moi, je le mets toujours en minuscule. LinkedIn, par exemple, je l'écris en minuscule. Mais le fait de tout mettre en minuscule, ça facilite ça. Après, il y a le fait de ne pas envoyer des pavés de texte. En fait, si j'ai dans le message que je vais envoyer, j'ai quatre phrases, en fait, je ne vais pas les envoyer en une seule fois. Je vais finir ma phrase, je clique sur entrée. En fait, j'envoie en 4 petits messages. Un petit peu le code du SMS. On a tous ce pote, ou c'est peut-être vous d'ailleurs, qui envoie qui envoie plein de SMS. Ouais, voilà. Qui envoie en plein de petits messages, qui font plein de notifications. Bon, après, les personnes sur LinkedIn ont très peu souvent les notifications. Ça permet que la personne ait l'impression que vous ne vous soyez pas posé vraiment plusieurs minutes avant d'envoyer le message. Ça fait très spontanéité. Donc ça, c'est une première chose. Une autre bonne pratique, je dirais, qui est pour moi la plus importante, c'est la notion de cadre. Jules en parle, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rabâché, que du coup j'ai implémenté dans le setting, qui est quelque chose qu'on appliquait nous sur les calls plutôt en visio, en direct avec la personne, mais cette psychologie-là, on peut l'adapter justement par écrit. En fait, avant de poser une question, ça va être de mettre un cadre. Typiquement, ces cadres, ça va te faire marrer, hein, mais juste pour bien comprendre, juste par curiosité, simplement que je situe, simplement que je comprenne bien en fait, et ensuite poser la question. Parce qu'en fait, ces cadres-là, ils viennent éviter que le prospect vous réponde pourquoi. En fait, on vient débunker directement le pourquoi. Juste par curiosité, vous êtes combien dans la boîte? En fait, on est 20. Et la personne ne va pas dire pourquoi, parce que c'est juste par curiosité. Simplement que je situe dans quel step de croissance vous êtes. Vous faites quel niveau de chiffre d'affaires à l'heure actuelle? Il va pas dire pourquoi cette question. En fait, si je dis vous faites quel niveau de chiffre d'affaires à l'heure actuelle, frontalement comme ça, en fait, ça vient créer de la friction, alors qu'on peut l'enrober, en fait, rendre la question beaucoup plus fluide. Cette notion de cadre est vraiment hyper importante. C'est ce qui vient éviter la friction, parce qu'en fait, quand on est sur de la prospection écrite, on n'a pas le potentiel qu'on peut avoir en call par exemple, où avec la voix, on peut transmettre certaines émotions, une certaine sympathie. Là, par de l'écrit, ça va dépendre du mood dans lequel est la personne en face. Du coup, ces cadres-là viennent faciliter la réponse. Ce que j'adore avec le setting, c'est que c'est vraiment de la prospection. Pour moi, aujourd'hui, hein, c'est une sorte de proto-prospection qui a compris qu'elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Ce que j'entends par là, c'est que quand on rédige un message de prospection, un message LinkedIn ou un call d'email ou ce que tu veux, tu es obligé de te reposer sur des hypothèses que tu dois tenir pour vrai au moment où tu l'écris, ton message. Tu es Mmh. obligé de partir du principe que là, ton interlocuteur, il va réagir à tel verbatim, à telle tournure de phrase, qu'il a potentiellement telle problématique, qu'il a envie que tu lui parles de tel sujet, qu'il va être réceptif à tel argument. Voilà. Et forcément, à chaque
nouvelle phrase que ton message contient, ben, tu t'exposes à un écueil qui est que bah, Mmh. ton interlocuteur en fait, n'est pas concerné par la question et que ton hypothèse en fait est fausse. Mmh. Là où le setting va transformer toutes ces suppositions, enfin toutes ces affirmations justement en hypothèses, en suppositions, qu'elle va venir tester sous forme de questions et utiliser la conversation comme moyen de venir tester ces hypothèses, les confronter et de rester donc forcément extrêmement flexible. Et donc là où le cold email a pour objectif de venir cocher, réussir tant bien que mal à cocher toutes les cases pour espérer recevoir une Mmh. réponse et engager une conversation, le setting, lui, enclenche la conversation pour ensuite venir non pas cocher les cases, mais Mmh. venir rédiger les cases à mesure que la conversation se déroule, en fait, de façon C'est ça. extrêmement adaptative et flexible. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et à tel point que quand on voit les résultats, d'ailleurs c'est marrant parce que pendant que tu parlais, il y a un lead setting qui est tombé chez nous, GG Maxime. Mais, Ça c'est ça qui est dingue avec le setting, c'est que quand on observe les résultats, on se dit qu'en fait c'est évident, tu vois. Et ce que j'adore, c'est que bah, pour reprendre l'analogie avec le parallèle, c'est pas une analogie, mais le parallèle avec le cold email, le mmh. copywriting, bah, finalement quand tu regardes la trame d'une conversation de setting, tu retrouves la même trame de copywriting que tu vas appliquer pour un cold email, par exemple. Tu vas Mmh. retrouver bah, tes premiers messages vont concerner le problème. Ton objectif, ça va être d'interroger ton interlocuteur. Tu vas d'abord avoir un hook, en fait, donc une accroche. Ensuite, tu vas l'intéresser en lui parlant de son problème. Ensuite, donc, tu vas lui faire conscientiser la douleur bah, afférente à ce problème-là. Ensuite, tu vas l'intéresser en lui pitchant ta solution. Mmh. Pour, en tout cas, lui faisant un pitch qui lui permet d'identifier que là, effectivement, il y a potentiellement un intérêt commun. Et à la fin, tu finis par un appel à l'action, bah, l'appel à l'action dont on parlera après j'imagine, c'est-à-dire, bah, ok, continuons l'échange, appelons-nous, parce que là, on est un peu à l'étroit dans le chat, quoi. Et Mmh. finalement, ce que tu vas devoir produire de façon très monolithique et très hypothétique dans un cold email, et ben, tu le fais de façon ultra interactive, ultra collégiale, collaborative, avec ton prospect directement dans un chat. Et donc, c'est tellement plus facile, en fait, finalement. Clairement. Et en fait, le jour où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, non, mais ok, d'accord. Il y a des trucs que j'avais pas compris, en Mmh. fait. Clairement. Je sais que tu as accompagné, alors je sais pas si tu as le compte du nombre de clients pour qui tu as implémenté le setting chez nous à date. J'ai pas compté, à la louche, je pense que je suis entre 40 et 60, entreprises. Moi, je te propose qu'on se fasse un petit exercice là, exercice de pensée. Euh, qu'est-ce que tu mets en place quand tu débarques chez un client et que tu dois implémenter le setting de zéro chez eux? Première chose déjà, c'est savoir si le prospect fait du contenu ou pas. Parce que, s'il fait du contenu, ça va être plus facile. Justement, il y aura des points d'interaction à aller chercher, like, commentaires, visite de profil, et cetera. Ça, c'est une chose. Ça, en fait, il va y avoir du coup l'inbound setting, l'outbound setting. L'inbound, au sein de l'inbound setting, il va y avoir une notion de flux et une notion de stock. Le stock, en fait, c'est l'existant. Par exemple, j'arrive chez un client, il a déjà 5000 followers sur LinkedIn. Bah forcément, je vais pouvoir engager des actions sur la base de cet existant-là. Pareil sur le premier réseau, pareil sur les followers de la page entreprise. Ça, c'est un stock qu'on va pouvoir exploiter. Justement, on va pouvoir mettre en place des campagnes là-dessus, exploiter tout ce stock. Et l'idée, ensuite, c'est de mettre en place des routines pour traiter le flux. Le flux, ça va tout simplement être, une fois qu'on a traité tout le stock, on se dit, voilà, à partir de cette semaine, toutes les semaines, je vais traiter mes nouveaux followers, mes nouvelles demandes de relations, les personnes qui interagissent avec mes posts, les personnes qui viennent visiter mon profil. Et ça, de manière vraiment hebdomadaire, en fait, ou plus courte, hein, si on a un gros compte avec beaucoup d'interactions. Par exemple, ton compte Benoît, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on vient traiter les likes, les commentaires, les demandes de relations, les visites de profil, parce qu'il y a une certaine réactivité. Plus on est rapide dans le traitement du point de contact, plus aussi on a de chances que le prospect nous réponde. Donc ça, c'est la partie inbound setting. Après, la partie au-delà d'inbound setting, et d'ailleurs, c'est le cas aussi chez Scalezia, on fait énormément de contenu, on a beaucoup de points de contact sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément suffisant. Ça n'empêche pas qu'on va aller chercher des prospects froids. On va mettre en place rapidement des actions en fait d'outbound en fait où on va aller contacter des prospects froids. Donc avec tout un travail de ciblage, forcément avec le client que je vais accompagner, on va définir qui sont ces ICP, qui sont ces personas en fait pour définir des audiences en fait cibles où on va aller faire plusieurs campagnes différentes pour tester les audiences qui fonctionnent le mieux. Aussi, il y a toute une partie, ça on parlait de la brique ciblage, mais il y a aussi toute la partie copywriting
copywriting. En fait, nous, on a un template, ce qu'on appelle un mind map de messages, où on vient scénariser en fait la conversation. L'idée, c'est de prévoir avec le client une liste de questions avant, en fait, le voir comme un funnel où au début, on va poser l'icebreaker, en fait, la prise de contact, puis poser une question un petit peu pour s'intéresser, voir un petit peu par rapport au secteur d'activité du client, quel type de questions peuvent être pertinentes par rapport à ses services. Et derrière, petit à petit, faire une transition vers la solution du client et une proposition d'appel in fine. L'idée, en fait, c'est moi, quand je commence le setting avec le client, sur les premières sessions, il se dit OK, j'ai compris cette notion de question archi personnalisée, j'engage de la conversation, j'ai des réponses, mais là maintenant, je ne sais pas trop comment faire pour parler de ma solution. Comment je fais la transition en fait. Donc l'idée, c'est que ce ne soit pas compliqué, que ce soit tout scénarisé. On vient, si la personne dit oui à telle question, ben, on vient lui poser telle question. Si elle dit non, on vient plutôt lui poser telle question. Et ça peut être aussi de la disqualification à ce moment-là, par exemple. Et l'idée, c'est que tout soit scénarisé pour que le client, derrière, quand il fait le setting de manière autonome, il sache exactement comment arriver sur une prise de rendez-vous. Parce que je pense que c'est pas compliqué de comprendre la personnalisation, mais comment derrière arriver vraiment sur une prise de rendez-vous, c'est là où c'est un peu plus touchy. Donc, on vient vraiment l'accompagner pour scénariser tous ces messages-là. Et derrière, il y a toute la partie forcément suivi qui va être importante parce que quand j'ai commencé le setting côté Scalesia sur les 2 premières semaines, en fait, j'avais pas de tableau de suivi où j'allais simplement scroller dans les messageries pour me rappeler des personnes avec qui j'avais déjà engagé des conversations. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des prospects potentiels qu'on met à la poubelle parce qu'on va oublier de les relancer tout simplement parce qu'ils sont partis trop loin. Donc l'idée, c'est d'avoir un bon tableau de suivi. Nous, on propose un template sur Airtable en fait où le client a juste à le dupliquer et l'appliquer de son côté. Et derrière, c'est de catégoriser toutes les personnes qui sont en cours, les hot leads, les personnes qu'on sent vraiment qu'il y a un gros potentiel, qu'il faut qu'on mette tout notre focus sur eux pour les envoyer en rendez-vous, les personnes qui nous ont ghosté, donc qui ont arrêté de nous répondre, les personnes qu'on a envoyées en rendez-vous, ceux qui sont en follow-up, quelqu'un qui me dit écoute, c'est le rush pour le moment, on peut en discuter plutôt T2 2025. Moi, je vais mettre une tâche de rappel pour relancer cette personne-là. Donc, il y a toutes ces étapes-là qui sont importantes de ciblage, de copywriting et derrière de suivi des leads qui sont vraiment, vraiment importantes. Il y a trois grandes étapes de ce que j'en comprends. C'est 3 grands pans en tout cas dans ton équation, 3 grandes variables. C'est premièrement un audit de ton existant, voir sur quel trigger on va pouvoir aller dénicher ton audience, identifier les contacts à contacter et qu'on va ensuite prioriser. Ensuite, tu as toute la partie ingénierie conversationnelle, c'est-à-dire l'organisation de ton mind map de conversation, savoir ce que tu envoies, à qui, comment, quand, pourquoi. Et après, tu as toute la partie tracking. Forcément, ce qui se mesure pas ne s'améliore pas et ce qui ne se mesure pas, en fait, tu t'en fous. Donc, tenir un livre de compte du nombre de conversations qu'on engage par jour, du nombre de conversations qu'on a en cours, du nombre de conversations qui ont abouti, donc ont généré des rendez-vous, et aussi un suivi in situ pour savoir qui relancer, quand, pourquoi, et s'assurer de laisser personne sur le bord de la route, quoi. Ça te dit qu'on creuse un petit peu chaque pan ? Vas-y. Alors, la partie, et après, ça m'intéresse que tu nous partages un petit peu un petit florilège des messages que tu kiffes implémenter et qu'on va pouvoir templétiser ensemble. Mais sur la partie génération des audiences, c'est quoi ton protocole pour t'assurer que voilà, donc on va pas prendre le cas Scalesia parce qu'effectivement on publie énormément de contenu, donc on a une très grosse audience aujourd'hui, donc on sait qu'on n'est pas représentatif. On va prendre le cas d'un entrepreneur d'une entreprise qui publie peu de contenu, parce que si vous en publiez pas, avant toute chose, on va vous donner notre template, notre kit LinkedIn et on va vous faire publier 30 posts. Voilà, c'est avant même de parler de setting, d'inbound setting, on va vous faire publier sur LinkedIn. Mais donc là, voilà, la boîte publie depuis quelques semaines. Elle commence à avoir un petit peu d'interaction, mais c'est pas non plus la viralité de fou, quoi. Et donc là, elle veut commencer à mettre en place du setting. Elle génère un petit peu de lead dans inbound, mais il faut accélérer tout ça. On sait que le setting, ça peut littéralement, en tout cas pour nous, ça a littéralement doublé les retombées inbound de notre contenu. Donc on a doublé notre nombre de leads grâce au setting. C'est-à-dire que littéralement, un lead sur 2 qui consomme votre contenu a vocation à convertir incessamment sous peu, mais ne le fait pas parce qu'il n'y a pas eu ce petit trigger, ce petit stimulé, ce petit déclencheur qui lui permet de sauter le pas, en fait. Et le setting permet ça. Donc quand on a compris qu'en fait, mettre en place du setting et passer ne serait-ce que 30 minutes par jour à générer des conversations qualitatives, ça peut littéralement doubler les retombées de son contenu. C'est juste incroyable. On génère 20 leads par mois grâce à son contenu, on peut passer à 40 comme ça. Je trouve ça me pète le crâne. Mais comment est-ce que tu fais maintenant pour hiérarchiser cette audience-là et savoir
sur qui se concentrer en priorité? Alors, même si on fait pas de contenu, sauf si on vient juste de débarquer sur LinkedIn, on a tous un premier réseau, des personnes qu'on a en contact. La première chose, moi, que je vais faire, c'est extraire, votre réseau, en fait, faire un export de toutes les personnes avec qui vous êtes en relation, et voir si dans votre réseau, il y a des personnes qui sont dans votre cible, justement. Ça, c'est des personnes, c'est des actions vraiment quick win, où on peut aller, bah, c le en fait, la barrière qui est que la personne doit vous accepter pour contacter la personne, là, vous l'avez pas, et vous pouvez prétexter, bah: «Hello, prénom, je vois qu'on est en relation depuis, sur Sales Navigator, c'est marqué par exemple depuis 2021, mais je me rappelle plus à quelle occasion, haha. Et là, on enchaîne après sur la question. Le petit haha, très important. C'est Euh, vraiment AHA, hein, très voilà, important. sinon La ça marche pas. grammaire du setting est fondamentale. C'est ça, on en reparlera. Donc voilà, le premier réseau, déjà qui est important, follower, vous allez pas forcément, en avoir. Donc là, on se dit qu'on part un petit peu de 0. C'est pas grave. L'idée, donc vous avez, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la notion de stock et de flux, vous allez pas avoir forcément un gros stock à exploiter si ce n'est votre premier réseau. L'idée, ça va être de traiter le flux, qui arrive. Donc, simplement mettre en place des routines. Moi, c'est vraiment le setting, c'est pas compliqué, c'est vraiment beaucoup d'organisation, et pour, faciliter l'organisation, moi, ce que je fais, c'est des to-do list, en fait, des tâches qui reviennent de manière récurrente. Par exemple, avec ton compte, Benoît, là, c'est Max qui le gère maintenant, mais tous les mercredis, il va gérer, tes nouveaux followers, en fait. Tous les jours, il a une tâche qui vient de manière, automatique, où il doit traiter toutes tes demandes de relations. Le lundi, le mercredi, le vendredi, il doit traiter tes visites de profil, en fait. Et c'est tout simplement aller cocher mes cases. OK, je regarde toutes les personnes qui ont visité mon profil, je scrolle rapidement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ma cible parmi ces personnes-là? Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, ça, c'est la partie inbound, mais comme je disais tout à l'heure, surtout si on commence juste à créer du contenu, il n'y a pas forcément une énorme traction. Donc l'idée, c'est de mettre en place tout de suite des actions d'outbound setting, où on va faire un travail de ciblage. Donc il y a plein d'outils. Ça peut être Sales Navigator, Faro. En fait, on va rentrer plein de petits filtres différents pour avoir vraiment le bon interlocuteur dans la bonne entreprise, qui ressort sur les fichiers. Et derrière, on va mettre cette personne-là dans un outil pour automatiser l'envoi des invitations. Le Wallaxy fonctionne bien, la grosse machine, l'Emlist, en fait, peu importe. Et l'idée là, c'est, enfin, ce que je conseille en tout cas dans un premier temps, c'est ce que je conseille, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en ce moment chez Scalesia. Nos campagnes outbound settings sont vraiment archi simples. C'est simplement une note d'invitation. Il n'y a aucun message de relance qui sont intégrés, ou c'est un petit message. Par exemple, si on cible les personnes sur une ville en particulier, Rennes par exemple, ça va être simplement pour étendre mon réseau sur Rennes, en fait. Et là, la personne, si elle, en fait, elle va baisser sa garde, elle va pas voir que c'est de la prospection, se dit, c'est simplement que la personne, elle ajoute pour étendre son réseau. Donc là, déjà, on a passé la première étape, que la personne nous accepte. On n'est pas obligé de mettre Rennes, mais ça peut être juste pour étendre mon réseau, simplement pour étendre mon réseau, pour faciliter l'acceptation. Et en fait, derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que la personne, si elle nous accepte, c'est-à-dire que la personne, on a quelqu'un qui est dans notre cible, qui nous a accepté, donc ce qui veut dire qu'elle est active sur LinkedIn. Si elle nous a accepté quelques heures auparavant, c'est qu'elle va assez souvent sur son LinkedIn, et qui, entre guillemets, nous a donné l'autorisation de lui parler parce qu'elle nous a accepté. Donc c'est pour ça que là, le travail de setting rentre dans la danse, où vraiment on va venir personnaliser ce message-là. Parce que quelqu'un qui est dans la cible et qui est actif sur le réseau et qui vous a autorisé de le contacter, c'est du pain béni pour. Enfin, ça vaut le coup de mettre ce temps de personnalisation à ce moment-là, en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir constamment, en fait, des campagnes qui tournent. Ce que je conseille, en fait, LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes limité à peu près à 400-450 invitations par mois. Ayez toujours sur votre outil d'envoi, en fait, 800, 1000 prospects d'avance, en fait, pour avoir 2 mois, 2 mois et demi d'avance, et que vous ayez toujours votre compte qui tourne, ou vous ajoutez des personnes qui sont dans votre cible. Derrière, même si vous n'avez pas le temps de les traiter tout de suite, vous pourrez leur envoyer un message plus tard, et ça a un effet positif, qui est que votre compte, si vous le mettez en mode créateur, en fait, vous allez gagner des abonnés, même si visuellement, quand vous allez continuer de faire du contenu, engager de nouvelles conversations, vous allez monter petit à petit en abonnés. Si vous avez ne serait-ce que 40% d'acceptation, si vous engagez 100 invitations semaine, vous allez monter de 40 abonnés dans la semaine, en fait. Donc c'est très cool, ça permet de faire monter son compte un peu, même si vous êtes capé à 30 000 au bout d'un moment, ça permet de faire monter son compte petit à petit. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question totalement. Franchement, 19 sur 18. Ça marche. C'est la note que l'ensemble du comité te donne. Il y a l'outbound setting. Et sur l'inbound setting, pour moi, c'est très vite vu. 3 actions à mettre en place si vous avez juste jamais publié de contenu ou très peu et que vous voulez rapidement une audience sur laquelle travailler. Premièrement, lead magnet, c'est-à-dire contenu contre commentaire. Vous prenez
l'outil, a fortiori si vous êtes dans le service, vous prenez l'outil, la ressource intellectuelle, quelle qu'elle soit, ça peut être une matrice, ça peut être un document, qui génère le plus de valeur pour vos clients. Donc ce dont vous vous servez au quotidien pour générer les résultats. Vous en faites un lead magnet, c'est-à-dire que vous écrivez un post bien copyrighté, ultra simple. Vous expliquez: «Bon, bah, voilà, voilà ce que j'utilise pour générer résultat pour clients. J'ai décidé de vous l'offrir aujourd'hui». Petit détail, donc petit pitch, et en commentaire, en appel à l'action, vous demandez aux gens de liker, de commenter ce qu'ils veulent pour que vous puissiez leur envoyer. Accessoirement, vous leur demandez, pour vous faciliter la tâche, pour ne pas être limité par l'envoi d'invitation, vous leur demandez de vous envoyer une invitation, directement. Comme ça, vous avez juste à les accepter, à leur envoyer le message dans la foulée et ça va vous générer un très grand nombre de, leads entrants, de demandes entrantes. Ça va vous générer un très grand nombre de commentaires sur lesquels vous allez pouvoir déclencher des conversations absolument toutes trouvées et en plus de ça, qualifiées pour la plupart. Donc ça, premier cas, moyen très, très simple de remplir son pipe, setting. Deuxième, les sondages sur LinkedIn, ce que j'ai fait hier. Heu, Ouais. petit post pour en apprendre un peu plus sur mon audience. Vous posez une question du type: «Quel est votre enjeu principal en thématique pour 2025?» Vous Mmh. posez, les 3-4 questions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est poser, donner 3 options, afférentes à la problématique en question. Donc typiquement, dans notre cas, ça serait, bon, bah, mon objectif principal pour 2025, ça serait potentiellement signer plus de clients, générer plus de leads, structurer ma croissance. Et la quatrième option, j'aime bien, rajouter, voir les réponses. Comme ça permet aux gens pas Mmh. concernés de quand même contribuer et de quand même augmenter le reach du sondage. Et ce Ouais. qui nous a permis de générer, je crois, là, on va finir à 250 réponses, je pense, en fin de matinée, qu'on va Énorme. pouvoir setter derrière et qui sont qualifiées pour 70% d'entre elles. Et donc ça, c'est du pain béni, pareil, en setting. Et Ouf. le troisième, c'est tout simplement d'aller sur le post d'un autre. Donc, vous allez dans la barre de recherche de LinkedIn. Vous recherchez des posts en lien avec votre thématique sur la base des bons mots-clés. Vous identifiez les posts publiés il y a moins de 24 heures, qui ont reaché et vous envoyez un petit message tranquillement, pareil, très conversationnel, pour rebondir là-dessus et pour tout simplement créer du lien, créer du relationnel. Voilà, Mmh. ça peut aller très très vite, hein. Et alors justement, c'est quoi ce serait quoi un peu le framework pour un premier message qui génère, bah, comme tu l'as partagé tout à l'heure, 50-70% de réponses? L'idée, si c'est de l'inbound setting, c'est en tout cas, supposer que la personne vient de cet endroit-là. Je m'explique, hein. Si, vous faites des posts sur LinkedIn, vous avez fait un post à 100 likes ou à 50 likes, vous avez 5 ou 10 personnes qui vous ont ajouté, vous allez prétexter que la personne vient de là. Il y a de fortes chances. Peut-être qu'elle est tombée par hasard sur votre compte, mais ça va être un message type, «Hello prénom, je présume que tu m'ajoutes suite à mon post d'hier ou de ce matin sur X sujet». Toujours personnalisé pour que la personne, plus on met de personnalisation, plus on a de chances que la personne, nous réponde derrière. Et derrière donc ça, c'est pour prétexter en gros la prise de contact. Mais derrière, le framework qui peut être applicable à tout le monde, moi j'aime bien peut-être aller poser une question personnalisée. Ça peut être par rapport aux informations qu'on va trouver en ligne. Donc ça peut être par rapport au profil LinkedIn perso de la personne, à la page entreprise de l'entreprise qu'on contacte. Ça peut être par rapport au contenu du site internet. Donc peu importe, l'idée c'est de trouver une question à poser. Donc ça va être, j'ai été fait un tour sur ton LinkedIn, sur le LinkedIn de entreprise, sur votre site. On appuie sur entrée, toujours bien segmenter les messages, et ensuite poser la question avec ce fameux cadre avant. En fait, le cadre qui fonctionne le mieux par rapport à la question qu'on va poser, juste par curiosité, simplement que je comprenne bien, simplement que je situe. Et là, on pose sa question. Donc, ça va être par exemple, Hello Benoît, j'imagine que tu m'ajoutes suite à mon post d'hier sur les lead magnets. J'ai été faire un tour sur ton site, sur votre site. Juste pour bien comprendre, vous accompagnez que les boîtes, B2B ou vous faites aussi du B2C? Là, en fait, moi, je te pose cette question, en tout cas, si moi, je reçois cette question-là, la personne ne comprend pas. On se dit peut-être qu'elle est intéressée par mes services, en fait, alors qu'en fait, c'est simplement, un moyen de prise de contact. La personne, on vient jouer sur l'ambiguïté du message, en fait, pour faciliter la réponse et surtout, cette question, elle est archi personnalisée en plus de ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a des taux de réponse vraiment hyper importants. L'idée, c'est pas de mettre le focus sur vous, c'est vraiment le focus sur le prospect, sur sa solution, comprendre sur cette première phase. Donc voilà pour cette première question. Après, l'idée, ça va être, la personne va répondre à votre première question. Peut-être que là, vous allez avoir un petit fil sur lequel vous pouvez tirer un élément qui est intéressant, sur lequel vous pouvez rebondir. C'est d'ailleurs le meilleur des cas, où vous continuez un petit peu la conversation sur le premier sujet. Sinon, après, vous pouvez continuer à poser d'autres questions, avoir un petit peu des questions bateau qui passent
par rapport à votre produit. Par exemple, nous, côté Scalesia, quand on n'a pas d'inspi sur la question, c'est je viens de checker sur, je ne sais plus exactement comme ça le message, mais je viens de voir que vous étiez une équipe de 23 chez Entreprise, sur LinkedIn. LinkedIn est totalement à côté de ses pompes ou est-ce que c'est les bons chiffres en gros, simplement pour situer votre taille, en fait, c'est pas vraiment posé comme ça, mais en fait, c'est des questions qui passent pour tout le monde, qui sont des questions de qualification aussi, parce que savoir la taille de l'entreprise réelle aussi, c'est important. Et c'est une question qui est là pour le coup, la taille d'entreprise légitime, parce que je veux dire, j'ai pas envie de bosser avec une entreprise de une ou deux personnes, j'ai peut-être plus envie de bosser avec des boîtes plus grosses si la personne pense qu'on est intéressé par leur service initialement. Un petit peu avoir des questions bateau et derrière faire la transition vers les services, quoi. Et c'est même pas des questions bateau pour moi, hein, parce que Ouais. tu as besoin. Alors, En fait, justement, pour moi, ce sur quoi tu es obligé de t'appuyer comme étant tenu pour vrai, dans le cas de la prospection classique dont on parlait tout à l'heure, en fait, là, tu viens le fact-checker directement. Et en plus, parce que tu poses des questions, et ben, tu triggers l'égocentrisme de ton interlocuteur qui adore, comme tout le monde, qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui pose des questions. ouais. Et tu triggers par là même le biais de réciprocité. Euh, Mmh. Si je t'apporte de la valeur par le simple fait de te poser une question, eh ben, j'ai beaucoup plus de chances derrière de moi-même te poser une question en retour et de m'intéresser par là même à toi. Ou en tout cas, Ouais, t'identifier comme un interlocuteur qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que 100. je sais qu'avec toi, j'aurai ce petit boost de dopamine qu'on s'intéresse à moi, quoi. C'est bête, hein, mais c'est exactement la raison pour laquelle les gens acceptent avec avec un taux extrêmement élevé, de l'ordre de quasiment 100%, d'être reçu en podcast. Pourquoi? Parce on adore qu'on s'intéresse à nous, en fait. Et c'est la même Clairement. chose en setting. Et donc, le fait de casser la dynamique, de casser le pattern de l'affirmation très péremptoire de la prospection avec, au contraire, des questions, une vraie empathie et qui, en plus, sert, in fine, la qualité de la conversation qui va s'en suivre, je trouve ça trop cool. Clairement, clairement. Mais sur ce que tu disais là, les questions, moi quand je pose des questions personnalisées, le prospect au bout d'un moment dans la conversation, après une ou 2 questions, il va dire: «Et vous du coup, vous faites quoi chez Scalesia?» En fait, Euh, et du coup, derrière la transition est toute faite, donc Et, et, clairement. et alors ça tombe à point nommé. Comment, derrière, tu fais on rembobine sur la friction qui est très commune, hein, qui est c'est très souvent là où le bas blesse aussi. Il y a trois points, il y a 3 points de tension, hein. C'est le déclenchement de la conversation. Comment est-ce que je fais pour briser la glace? Mmh. Ensuite, il y a ce point-là dont on va parler. Et ensuite, il y a l'appel à l'action dont on parlera après. Comment est-ce que je transforme cette conversation en appel effectif? Parce que c'est pendant l'appel que tout va se passer. Euh, Cette deuxième étape, c'est l'étape du pitch, c'est-à-dire l'étape de jonction entre la problématique que tu as fait conscientiser à ton interlocuteur parce que tu lui as posé les bonnes questions, et l'étape où tu vas lui présenter l'hypothétique solution que tu pourrais lui présenter. L'idée, en fait, c'est de bien moduler, de ce que j'en ai compris, entre en dire suffisamment pour lui donner envie de continuer d'échanger avec toi, voire même Mmh. de passer un cran dans la relation, euh, et ne pas en dire trop, de sorte que l'interlocuteur a l'impression d'avoir tous les éléments et qu'en fait, finalement, tu es en train d'échanger avec lui de façon purement commerciale et que tu t'intéressais à lui que pour ça, in fine, quoi. Ouais. Comment t'opères le truc? Ouais, alors il y a 2 possibilités, une approche un peu plus indirecte et l'autre qui est un peu plus directe. Pour moi, je priorise la façon indirecte qui est un peu plus longue, où on passe par 3 étapes pour des leads inbound setting, parce que c'est des personnes avec qui ont d'abord suscité un point d'intérêt pour nous. Donc pour moi, on peut prendre un peu plus le temps avec ces personnes-là. Et l'outbound setting, où là, c'est vraiment du froid, où pour moi, je fais ces 3 étapes en une seule. La première étape, c'est la question un peu de transition, où on demande l'autorisation de pitcher. On va pas directement pitcher. Moi, ce que j'aime bien, c'est acquiescer ce que la personne m'a dit au-dessus. Donc, OK, ça marche, d'accord, OK. Et là, ensuite, une petite phrase, typiquement, je présume que vous n'avez pas forcément le temps, donc je vais être direct, ou je présume que vous avez peu de temps, donc je vais aller droit au but avec une question une phrase un peu comme ça. Ça marche bien parce que ça montre à la personne qu'on respecte son temps. Et en plus de ça, si la personne se dit, OK, il commence à me saouler, Flavien, avec ses questions, ça induit que la conversation va bientôt se terminer avec nous, parce qu'on lui a explicitement dit qu'on allait être direct, en fait. Donc ça, c'est une petite phrase qui fonctionne bien, qui est à utiliser dans les 2 cas. Là, dans cette première question où on est sur 3 étapes, où je demande l'autorisation de pitcher, je vais mettre une phrase, typiquement, ça va être même si tu connais sûrement bien entreprise, avec justification de pourquoi le lead devrait nous connaître. Je sais que ça peut être flou sur ce qu'on fait concrètement. Est-ce que je peux t'expliquer rapidement, ou est-ce que je peux t'expliquer en 2 mots? Ça fonctionne bien. Donc côté Scalesia, ça va être même si tu connais sûrement bien Scalesia, avec tous les posts qu'on fait sur LinkedIn, ou tous les contenus qu'on propose pour aider les entrepreneurs, etc. Je t'explique en 2 mots. Donc là, en fait, on demande,
souvent en setting, il faut poser des questions ouvertes pour que le prospect s'ouvre. En fait, on va lui dire est-ce que le lancement de ton produit s'est bien passé? On va lui dire comment s'est passé le lancement de ton produit. Donc vraiment, la plupart du temps, prioriser les questions ouvertes. Je faisais une petite aparté là-dessus. Mais là, ce que je pose, c'est volontairement des questions fermées. Ce que je veux, c'est faciliter le funnel, en fait, que la personne me dise bah, est-ce que je peux t'expliquer rapidement? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, pas de souci. Oui, allez-y, pas de souci. C'est le type de réponse qu'on a assez souvent. Donc là, en fait, on a un petit peu fait la transition vers nous. On avait le focus sur le prospect, là, on met le focus plus sur nous. Et là, je t'ai demandé l'autorisation de te pitcher. Derrière, l'idée, ça va être de faire un pitch. Ok, ça marche. Alors, pour faire simple, parce qu'on lui a dit qu'on allait être assez direct, on propose X, Y, Z. Là, vous donnez votre proposition de valeur. Il faut que le message soit assez court. Surtout si vous écrivez sur votre ordi. Les personnes, la plupart du temps, j'ai pas la stat, mais utilisent plus LinkedIn sur leur téléphone. Donc, si vous mettez un pavé sur ordi, sur téléphone, ça va être imbuvable. Donc, C'est soyez quand même 50-50 à peu près. Ok, bah en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit sur ordi ou sur téléphone, il faut être le plus succinct possible. Donc, en gros, pour faire simple, on propose X, Y, Z. Là, ce qui est pas mal, c'est de donner soit 3 typologies d'entreprises que vous accompagnez ou 3 types de services que vous proposez. Je prends l'exemple, Scalia. Bah, alors, soit on aide les boîtes qui sont en décroissance, on intervient pour te remettre sur les rails, soit tu as envie d'accélérer ta croissance, etc. En fait, on lui donne plusieurs cas, où ça peut être 3 types de services. Alors, on propose ça, on propose ça et on propose ça. Et là, en fait, on ne lui demande pas directement l'appel à l'action de rendez-vous. Là, moi, j'aime bien jouer un petit peu sur l'humour. L'humour, ça va être est-ce que mon explication te semble claire ou est-ce que c'était catastrophique et tu n'as rien compris? Là, en fait, bien entendu, l'explication, elle est claire. On n'est pas bête. Enfin, c'est un message préenregistré. La personne va dire oui, oui, très clair, pas de souci. Et le fait d'enrober avec de l'humour, mais c'est pas du gros humour, ça fonctionne bien. Donc là, la personne dit oui, oui, j'ai compris. Donc on l'a pitché, elle a compris ce qu'on faisait. Ok, pas de souci. Bah, et là, l'idée, c'est de remettre une petite dose de personnalisation. Bah, j'ai vraiment plein d'idées de ce qu'on pourrait faire pour entreprise. Ça te dirait qu'on fasse un café virtuel pour en discuter ou ça te dirait qu'on se prenne 15 minutes pour échanger la semaine pro. Voilà. Là, c'est là qu'on arrive sur l'appel à l'action. Donc, on est passé par 3 étapes. Pour résumer, je te demande l'autorisation de pitcher. Deuxième étape, je te pitch et je te demande si tu as compris. Et derrière, je te propose un appel. En fait, c'est ça les 3 étapes. Ça prend un peu plus de temps. On passe par 3 étapes. Il y a des prospects pour lesquels on sent qu'ils vont être assez froids. Ils vont répondre juste oui ou un pouce. Enfin, ça arrive assez souvent. Où on sent qu'ils ne sont pas hyper ouverts à la conversation. Ou c'est des prospects outbound pour lesquels on préfère aller un peu plus droit au but. Donc, on s'est intéressé un peu à la personne. Et là, en fait, on va faire ces 3 étapes en une. Ok, ça marche. On acquiesce ce que la personne a dit au-dessus, important. Et là, je présume que tu n'as pas le temps, donc je vais être direct. J'ai fondé l'entreprise il y a X années. En gros, on propose ça. D'ailleurs, un petit peu de social proof, ça peut être pas mal. D'ailleurs, on a pu bosser avec entreprise qui est dans votre secteur ou on a bossé avec pas hésiter à gonfler les pecs un peu. On a bossé avec, si vous avez des belles refs, on a bossé avec Bouygues, Veolia, peu importe. Voilà. Monsanto, Bayer. Et c'est ça. J'ai plein d'idées. Encore cette personnalisation, j'ai plein d'idées de ce qu'on pourrait faire pour entreprise, pour vous. Est-ce que ça vous dirait de prendre 15 minutes ensemble? Voilà. En fait, on fait ces 3 étapes en une seule. C'est un peu, je dirais, il n'y a pas de règle absolue. Il faut tester les deux, je dirais, en fonction du feeling qu'on a avec la première personne. Si elle vous répond vraiment des petits messages, vous sentez qu'elle n'est pas ouverte à la conversation, n'hésitez pas à aller plus droit au but. Et il y a des prospects d'ailleurs qui disent merci d'être allé direct. Hier, j'ai eu une conversation comme ça que je relisais et la personne remerciait le fait qu'on ait dit qu'on allait droit au but et elle a accepté de prendre un rendez-vous. Donc, pour un de nos clients. Donc, c'est un petit peu les étapes. Moi, ce que j'adore avec cette approche, c'est que l'appareil, tu y vas de façon hypothétique. C'est-à-dire que tu sais qu'en face, tu n'as aucune certitude quant à la réelle problématique ou au réel cas, à la réelle situation de ton interlocuteur. Donc, en fait, tu y vas de façon bayésienne, probabiliste, quoi. C'est-à-dire, ok, je vais te présenter les 3 cas les plus courants qu'on observe chez nos prospects, chez nos clients. Ouais. Je vais te laisser choisir. Et ce que j'adore, c'est que chaque cas, chaque état de fait est un problème-solution. Tu as telle problématique. Alors, il y a 3 possibilités. Alors, nos clients ont 3 profils type. Ils rencontrent telle problématique, bim, on implémente telle solution pour eux. Nos clients s'en sortent plus avec leur comptabilité. Bim, on met en place la bonne suite d'outils et la bonne méthodologie pour leur faire économiser tant d'heures par semaine. Nos clients perdent de l'argent chaque année parce que ils s'en sortent pas du tout d'un point de vue comptabilité, gestion. Bim, on met en place les bons protocoles qui leur permettent d'économiser jusqu'à 5% de leur CA chaque année et ainsi de suite. Donc c'est problématique, solution qui génère résultat chiffré.
si tu coches les bonnes cases en amont et que tu t'assures d'échanger avec un interlocuteur qualifié, il y a toutes les chances que ça résonne de son côté. Et si ça résonne pas, de toute façon, il te le dira, quoi. Clairement, clairement, Et clairement. ce que j'adore, en fait, c'est que à chaque fois, si on lit les conversations, et le meilleur moyen pour en avoir, pour en avoir le cœur net de votre côté, c'est de venir échanger. Envoyez-moi une invitation sur LinkedIn, envoyez une invitation à Flavien, et comme ça, on pourra vous faire la démo en live. Mais c'est C'est que ça. les transitions d'un message à l'autre sont super smooth, super fluides, en fait. Et à chaque fois, il y a ce petit, comme tu le disais, ce petit cadrage en amont et en aval du message qui vient imbriquer, qui vient inviter de façon très logique, en fait, de façon très spontanée, très naturelle, le message suivant, l'aller-retour suivant, en fait. Et c'est ça qui est Mmh. trop cool. Et c'est pour ça que j'appelle ça de l'ingénierie conversationnelle. C'est que il n'y a pas une virgule, il n'y a pas il y a pas un point, il n'y a pas une ponctuation, il n'y a pas une lettre qui n'est pas réfléchie. Mais Clairement. quand on le lit, on a l'impression que c'est extrêmement fluide, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est l'aspect spontanéité qu'on recherche et c'est plein de petites corrections, voilà, quand je fais des reviews de conversation, je dis: «Bah, voilà, là, tu aurais pas dû mettre de point, là, tu aurais pas dû mettre de virgule», pour que ça fasse vraiment, bah, spontané, vraiment que la personne a l'impression que vous soyez sur votre téléphone en train de pianoter. D'ailleurs, il y a un bon tip là-dessus, déjà, c'est de pas trop réfléchir quand vous écrivez. Passez pas 15 ans à bon, au début, forcément, faut pas écrire n'importe quoi, et ça veut pas dire de faire des fautes d'orthographe ou quoi, bien entendu, mais il faut être assez spontané, pas prendre trop de temps, vraiment, prenez 1 minute, 1 minute 30 pour répondre au message. Et aussi le bon tip, c'est d'écrire comme vous parlez, de vive voix. Ça fait beaucoup plus naturel. Par exemple, on sent vraiment que c'est de la prospection. Je sais pas, si je vais poser la question, avez-vous mis en place une stratégie de cold mailing pour entreprise? Là, j'inverse le avez-vous, je vais dire, bah, déjà, je vais mettre un cadre, juste par curiosité. Vous avez mis en place, plutôt que avez-vous, vous avez mis en place une stratégie. En fait, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup en prospection écrite, des, euh, des tournures de phrases en fait, qui font très, très cordiales. Bien entendu, ça dépend de la cible que vous avez, mais le fait en fait, comme si limite, il faudrait utiliser votre dictée vocale. Bon, je le fais pas forcément parce que des fois, ça écrit un peu n'importe quoi, mais il vaut mieux écrire comme vous parlez de vive voix, quoi. Et petit tips aussi, quelque chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, quand pour revenir à la proposition d'appel, utilisez le conditionnel. Ne dites pas est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous pour voir si on peut t'aider, par exemple. Je vais poser la même question, je vais dire est-ce que tu voudrais qu'on prenne un call pour voir si on pourrait potentiellement t'aider. Si on pourrait, en fait, je viens juste enlever le présent de l'indicatif et mettre du conditionnel. Ça marche bien en sales en général, mais sur la partie proposition d'appel, en fait, ça vient faire descendre la pression commerciale et c'est du conditionnel. Donc, c'est le prospect qui lui-même prend la décision de prendre l'appel. C'est pas nous qui lui poussons. Donc, si la décision vient de lui-même, il y a de plus fortes chances qu'il l'accepte, en fait. Tu sais que un des biais cognitifs les plus puissants et que très peu de gens connaissent, mais ça a été vraiment mesuré à de multiples égards cliniquement, hein, enfin, c'est le biais de vous êtes libre de. Un des Mmh. biais les plus puissants, c'est son antagoniste, c'est la réactance. C'est-à-dire que si je te prive d'une liberté, même si cette liberté-là, juste avant de t'en priver, tu t'en foutais, eh ben, ton cerveau va ressentir une envie irrépressible de jouir de nouveau de cette liberté. Et tu vas tout faire pour Mmh. la récupérer. C'est-à-dire que si Ouais. là, je t'interdisais vraiment formellement de te couper les cheveux en iroquoise, de te faire une crête de punk, tu vois, et ben là, à ce moment-là, ton cerveau aurait envie de se faire une crête de punk, même si tu détestes ça. Mmh. Je grossis le trait, Ouais, mais ouais. c'est pour te donner, pour t'expliquer un petit peu la mécanique. Et c'est ce qui fait que les enfants sont aussi réfractaires, Mmh. entre autres mécaniques psychologiques. Le biais de vous êtes libre de, c'est justement le biais qui te permet de prendre le contre-pied de la réactance et de dire à l'interlocuteur, bah, en fait, tu as tout le champ des possibles. Je voudrais bien que tu me donnes 5 euros. Tu es libre de le faire, tu es libre de pas le faire. Le simple fait de dire à ton interlocuteur, tu es libre de, et donc tu as tous les champs des possibles, donc à toi de voir, fait que l'interlocuteur, et encore une fois, ça a été mesuré, va être nettement plus à même d'accéder à ta demande. Pourquoi? Parce Mmh. qu'il ne se sent absolument pas contraint. Et la notion de contrainte est la pire. La pire qui soit en vente, en marketing. Et donc là, ce que j'adore avec le setting, c'est que tu distilles dans la conversation tout autant de marqueurs de ce biais du vous êtes libre de. Le conditionnel, le fait que tu poses énormément de questions qui sont des questions pensées pour que l'interlocuteur ait toujours une porte de sortie, en fait, qui fait qu'à aucun moment,
l'interlocuteur, à l'instar d'un mail de prospection ultra cloisonné où en fait, tu as l'impression d'être mis sur des rails sur lesquels tu as pas forcément envie d'être, va se sentir complètement libre, soit de pas répondre déjà, soit, ça c'est un peu relou, soit, en tout cas de répondre de la manière dont il a envie de répondre, quoi. Et donc ça, tous ces marqueurs, les potentiellement, l'hypothétique en fait dans tes messages, sont extrêmement importants et pour moi, c'est une des pierres angulaires qui fait que le setting marche aussi bien finalement. Je tenais à le souligner. Ouais. De toute façon, c'est que des principes premiers qu'on a adaptés, au setting. En fait, comment, j'ai construit la stratégie, c'est et en tout cas la partie conversation, c'est vraiment, le rabâchage de Jules. Toutes les semaines, on se fait les mercredis soirs, on se faisait des calls, où, on réécoutait des appels, de closing, en fait, et toutes les bonnes pratiques, qu'on a, en closing de psychologie, en fait, pour amener le prospect à closer in fine, je les ai appliquées à l'écrit, en fait, et c'est que des principes premiers qu'on vient adapter, et ce qui fait que ça fonctionne. En fait, c'est juste de la psychologie humaine, des grands principes qui ont été prouvés par des études dans plein de livres qu'on est venu appliquer, qui font que c'est aussi smooth la conversation et qu'on arrive assez naturellement, je dirais, sur une prise de rendez-vous à la fin, quoi. 2 derniers points que j'aimerais qu'on voit ensemble. Le dernier va vous surprendre. Et le 1er avant toute chose, c'est, le tracking. On parlait tout à l'heure de mesurer. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu recommandes qu'est-ce que tu implémentes chez les clients, qu'on accompagne? Ouais. Alors, en fait, il faut voir pourquoi mesurer? C'est peut-être cette question-là à se poser dans un premier temps. L'objectif, en fait, souvent, on va aller au bout du funnel. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires de 10 000 euros. Je sais que j'ai un taux de closing, je prends des exemples simples, de 50%. Donc, et que j'ai un panier moyen à 5 000 euros. Donc, il faut que j'ai 2 nouveaux clients ce mois-ci pour augmenter mon chiffre d'affaires de 10 000 euros. Donc, pour sachant que j'ai un taux de closing à 50%, il faut que j'ai 4 personnes en rendez-vous ce mois-ci, en fait. Et l'idée, en fait, c'est de remonter, de regarder son objectif. Je veux augmenter de temps mon chiffre d'affaires. Quel est mon taux de closing et mon panier moyen? Derrière, combien j'ai besoin d'engager de conversations, enfin combien j'ai de conversations qui sont en cours, qui sont lancées pour arriver sur une prise de rendez-vous, et pour avoir ces conversations en cours, combien j'ai dû en engager initialement. Donc l'idée, c'est de pouvoir mesurer à combien d'input on doit mettre pour aller chercher combien d'output, en fait, tout simplement. Là, du coup, les métriques qu'il faut suivre, c'est combien j'ai engagé de conversations qualitatives, c'est-à-dire le fait d'envoyer manuellement un message à une personne, combien j'en ai fait. Parmi ces personnes, combien m'ont répondu. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment suivre ces chiffres, parce que on voit qu'à un endroit, il y a une grosse déperdition, on voit que, là, on avait 100 personnes, on n'a plus que 10 personnes à la fin, c'est là, il y a peut-être un goulot d'étranglement qu'il faut qu'on résolve, pardon. Du coup, c'est peut-être que ma première question, elle est pourrie et qu'il faut que je pose des questions plus pertinentes. Donc, après, on a les conversations en cours. Donc, catégoriser combien de personnes dans la journée ou dans la semaine, si vous le monitorez la semaine, combien de personnes m'ont répondu. Donc, on basculait en statut en cours. Et parmi ces conversations en cours, combien j'ai réussi à en envoyer en rendez-vous. Derrière, sur ces rendez-vous aussi, bien entendu, suivre la qualité des leads. Sur les leads que j'envoie, combien sont des leads qualifiés qui passent en deuxième rendez-vous, en call démo par exemple, et combien sont closés in fine, en fait. Et l'idée d'avoir ces chiffres, c'est derrière vous savez, au fur et à mesure du temps, en fait, après quelques semaines, quelques mois de tracking, si vous engagez 100 conversations, vous allez avoir 5 ou 10 rendez-vous générés, et sur ces 10 rendez-vous générés, vous allez peut-être en closer 1 ou 2, par exemple. Le fait d'avoir cet historique-là vous permet juste de remettre des pièces dans la machine au début, de mettre plus d'input, et à la fin, vous aurez plus de résultats, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ça peut être de manière, nous, de notre côté, on le fait de manière quotidienne, mais ça peut être de manière hebdomadaire. Voilà, je reporte combien j'engage de conversations chaque jour, combien en cours, combien sont partis en rendez-vous, et à la fin de la semaine, j'en sors des chiffres, en fait, et des stats, tout simplement. Ça peut être sur un Google Sheet tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Et après, en se connectant au CRM, on peut faire des tableaux de bord, en fait, assez sympas pour mesurer tout ça, quoi. Vraiment traquer les principales métriques qui sont, le nombre de conversations, le nombre de messages envoyés par jour, Ouais. par semaine, par mois, nombre de messages, de conversations engagées, le nombre de conversations en cours, le nombre de rendez-vous bookés. C'est ça. OK. C'est ça. Et notamment, au bout d'un moment, juste pour préciser, souvent, quand il y a des manques de performance de notre côté sur le setting, c'est parce qu'il n'y a pas assez de conversations qui sont en cours. Il n'y a pas assez d'opportunités qui ont été ouvertes. Donc là, le focus qui est mis, c'est sur le fait d'engager des nouvelles conversations pour en avoir plus en cours. Et du coup, après, la loi des nombres, hein, je vais en générer plus en rendez-vous. Donc, le fait de savoir aussi dans votre pipeline, en fait, de suivi de vos conversations,
combien vous en avez en cours. Si vous avez que 10 conversations qui sont en cours en ce moment, bah, c'est pas assez. Il faut que vous montiez à 40, 50 pour continuer ces conversations avec ces personnes-là et les envoyer en rendez-vous à la fin, quoi. De tous les clients chez qui tu as implémenté ce setting, quel était le taux de conversion en rendez-vous le plus bas? Le plus bas, alors j'avais un client qui posait énormément de questions de qualification. Pour faire une petite parenthèse, il faut s'intéresser. L'idée, c'est de mettre de la personnalisation. J'insiste là-dessus depuis tout à l'heure. Mais il faut pas non plus trop imposer. Parce que là, ce client, il avait fait un mind map de messages avant que j'intervienne, où il y avait 13 questions de qualification avant de partir en rendez-vous. Et il disait, mais ouais, je n'arrive pas à envoyer les personnes en rendez-vous. Par contre, quand il envoyait en rendez-vous, c'était de l'archi-qualifié parce qu'il avait discuté très longuement avec la personne, créé un gros lien pour le coup. Et du coup, voilà, il faut trouver un juste milieu entre s'intéresser et aller droit au but. C'est la différence entre qualification et pré-qualification. Le setting C'est n'est pas ça. là pour qualifier, il est là pour pré-qualifier. C'est-à-dire, Exactement. en fait, pré-qualifier, on pourrait le remplacer par disqualifier les prospects avec qui on n'a pas vocation à discuter. Et la C'est ça, qualification c'est ça. se fait en aval, au téléphone, en fait. Ouais. Vous êtes là pour susciter l'intérêt de vendre vous vendez un rendez-vous en fait. Ouais, vous vendez un rendez-vous, vous vendez pas votre solution. Exactement. Tu Donc vends voilà. l'intérêt commun. On parlait tout à l'heure de conversation, relation, intérêt commun, transaction. Là, l'objectif du setting, c'est de faire transiter de l'interlocuteur de un illustre inconnu avec qui on n'a jamais échangé, personne qui a identifié un intérêt commun. C'est ça. On n'est pas là pour aller chercher la transaction. Ça, c'est l'erreur. Clairement. Et du coup, pour te répondre sur les taux de prise de rendez-vous les plus bas, c'était, on devait être à, enfin, il y avait beaucoup de conversations engagées, on devait être à peut-être, j'ai plus les stats, mais on devait être aux alentours de entre 1 et 3%, quoi. Parce que on revenait en fait sur des stats qu'on peut avoir sur du cold emailing où il n'y a pas de personnalisation en fait. Donc voilà. Quels outils tu utilises? Quels outils? Alors, il y a plein d'outils différents. Il y a un outil qui est cool pour préenregistrer vos messages, en fait. Tapez 2 points ABC sur votre ordi, par exemple, ça va écrire le pitch de votre entreprise. Le setting, encore une fois, j'insiste, c'est pas quelque chose de compliqué, il faut juste comprendre certains principes. Après, c'est simplement de l'exécution. Et pour que ce soit une activité rentable, il faut gagner du temps à différentes étapes. Différentes étapes, ça va être votre pitch, si c'est tout le temps le même, vous n'allez pas vous amuser à le réécrire à chaque fois. Je présume que tu n'as pas forcément le temps, donc je vais aller droit au but. Vous tapez /but sur votre clavier, ça écrit toute la phrase directement. Donc ça, il y a une extension qui s'appelle Raycast. Donc c'est une application plutôt, c'est RAYCAST. Je sais que c'est dispo sur Mac, je sais pas si c'est dispo sur Windows. Ça permet de créer des snippets en fait où vous pouvez l'utiliser sur tout votre ordinateur. D'ailleurs, si vous avez, ça peut être utile dans votre vie d'entrepreneur au global. Vous tapez /TVA, vous mettez votre numéro de TVA par exemple ou l'adresse de votre entreprise, votre SIRET par exemple. Ça c'est assez cool. Sinon sur Moi, Chrome, j'utilise Atext sur Mac. J'ai pas Raycast, mais j'utilisais Atext. Ça coûte $5. $5. $5 lifetime, c'est ça? Ouais. Ouais, ça fonctionne très bien. Je l'avais sur mon ancien ordi, c'est très très cool. En fait, il y en a plein. Vous tapez outils shortcut en fait, et voilà. Après avoir sur quel navigateur vous travaillez. Sinon sur Chrome, vous avez Magical aussi, qui est pas mal, qu'on utilise beaucoup côté Scalesia. Donc ça, c'est un outil intéressant. Après, on va voir Phantom Buster, qui va être assez souvent utilisé pour, en fait, c'est un outil de scrapping. Donc ça permet de, voilà, j'ai 100 personnes qui ont liké mon post et 50 qui ont commenté. Je vais pouvoir extraire cette base de personnes en fichier CSV, où je vais pouvoir derrière prendre ces personnes-là pour les mettre dans des outils de prospection. Il y a vraiment des fonctionnalités assez poussées. On peut l'utiliser sur plein de fonctionnalités. Après, va y avoir l'outil de ciblage. Donc là, moi j'aime beaucoup Faro qui est assez précis sur le ciblage qu'on va faire, parce que on peut avoir le meilleur setting du monde, si on parle pas à la bonne personne dans la bonne entreprise, en fait, ça sert à rien. Donc le ciblage est vraiment très très important. Faro est cool, Sales Navigator est important aussi, bien qu'il y ait des choses à optimiser de leur côté, l'outil est quand même cool pour faire un ciblage assez précis. Donc ça c'est un outil intéressant. Après, pour faire des campagnes, vous n'avez pas besoin, si on parle de campagnes vraiment simples, on peut des outils comme Wallaxy, Canbox, CANBOX, qui sont un peu moins onéreux que la grosse machine, ou Lemlist, sont intéressants parce que là, c'est des campagnes très simples où on envoie juste une invitation et derrière, on prend le relais à la main. On n'a pas besoin d'avoir des scénarios avec visite de profil, puis invitation, puis relance. Si la personne a ouvert, je lui envoie un mail. Là, on va pas faire des choses compliquées, par exemple. Donc ça, c'est des outils assez cool. Ok, impeccable. Avant de se quitter, ça serait quoi on va faire un petit exercice de pensée inversée. Ouais. Ça serait quoi vraiment les trucs à faire absolument si on veut être sûr d'avoir
les pires résultats possibles en setting. Les pires résultats? OK, Ouais, j'aime bien. là vraiment je veux avoir 0 de réponse à mes messages. OK, Je veux 0 rendez-vous booké. OK. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, déjà, je l'ai dit il y a quelques minutes, un mauvais ciblage. Ne pas faire un bon ciblage où on vient parler vraiment, enfin, déjà faire ce travail de définition de qui sont ces ICP, qui sont ces personas. C'est important de le définir avant de faire le ciblage en lui-même. Donc si on parle à la mauvaise personne, bah, on n'aura pas de rendez-vous ou des rendez-vous qui servent à rien. Donc ça, c'est une première chose. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des pavés de texte, vraiment des messages imbuvables, bien longs, avec où on ressent bien la prospection d'un point de vue visuel et un petit cordialement Michel, entreprise et numéro de téléphone. Là, voilà, on sait que c'est de la prospection. Donc voilà, ça c'est une chose. Aucune personnalisation, vraiment que la personne, en fait, aucune personnalisation, et je dirais un manque d'empathie. C'est-à-dire que la personne nous répond quelque chose et derrière, on a tellement ce process, ce funnel-là pour envoyer la personne en rendez-vous. On n'écoute pas ce que la personne va nous dire et on enchaîne, on déroule nos questions. Ça, c'est un biais dans lequel pas mal de clients que j'ai accompagnés sont tombés. On avait défini un process. Et en fait, ils voulaient poser leurs questions pour un petit peu cocher les tâches. Mais l'important, c'est cette intelligence un peu émotionnelle. La personne nous dit, je sais pas, va dire, j'ai un manque de lead en ce moment. Ok, ça marche. Et après, j'imagine que tu n'as pas forcément le temps, donc je vais droit au but. Et là, je lui pitch ce que j'ai fait. Là, en fait, non, il y avait un élément hyper important à aller creuser. Tu manques de lead, c'est-à-dire et l'idée, c'est de creuser là-dessus. Donc, je dirais que pour pas avoir de résultats, c'est n'avoir aucune empathie, ne pas rebondir sur, enfin, aucune empathie sur cette partie-là, quoi. Se dire que voilà, je teste le setting 2 semaines, un mois, et si ça ne fonctionne pas, j'arrête en fait. En fait, le raisonnement, la question à se poser, c'est pas est-ce que ça marche, c'est comment je fais en sorte que ça marche. Je sais que c'est une question que tu poses souvent. Comment je fais en sorte que ça marche pour moi en fait. Et c'est vraiment le cas dans le setting. C'est voilà, enfin, on en est la preuve parfaite. Et les dizaines de clients qu'on a accompagnés aussi, c'est ça fonctionne. C'est comment est-ce que je fais en sorte que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est pas d'abandonner après quelques semaines, se dire je teste la chose et j'ai pas assez de résultats. Sauf que en fait la personne, elle s'est mis aucune routine. Elle fait du setting quand elle a le temps, elle relance, elle met aussi voilà chose à faire si on veut aucun résultat. Je réponds aux messages tous les 3 jours dans ma messagerie. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, le temps est un enjeu énorme, mais il faut se mettre des routines en fait ou des petits slots dans son agenda où on va répondre aux conversations. En fait, petite parenthèse, plus vous êtes rapide sur le traitement des réponses, plus vous avez de chance d'envoyer cette personne en rendez-vous. Si je prends la même conversation avec exactement les mêmes messages, mais et d'un côté, je réponds en 5 minutes, de l'autre côté, je réponds toutes les 48 heures, vous allez avoir un taux de prise de rendez-vous bien plus faible sur les personnes avec qui vous mettez du temps à répondre. Tout simplement, parce que la personne, elle va beaucoup plus ressentir l'aspect prospection. Ok, je reçois encore un message de Flavien, qui m'envoie un message toutes les 48 heures. Du coup, il y a un aspect un peu de notification qui revient, alors que si la personne, en fait, je lui parle, elle me répond, je lui parle, elle me répond. Il y a des conversations des fois qui vont durer 5-10 minutes, c'est vraiment les meilleures conversations où je suis connecté, je vois que la personne me répond, je lui réponds, et là, ça part très facilement en rendez-vous. D'ailleurs, petit tips, encore parenthèse dans la parenthèse, quand vous traitez vos messages, c'est ce que je vous souhaite si vous avez 10 ou 15 messages non lus, ne traitez pas vos messages les uns après les autres. Traitez toujours le message du haut en premier. Par exemple, vous répondez à 3 personnes. Là, dans ces 3 personnes, il y en a une qui vous a de nouveau répondu. Allez de nouveau répondre à cette personne. Faut battre le fer tant qu'il est chaud, en fait, et ne pas se dire, OK, je descends tout le monde et après je reprendrai. Non, je traite vraiment les réponses en haut en premier. Dernier arrivé, premier servi. Ouais. Tu es en train de me dire que si on prenait tout ce que tu viens de nous partager là, toutes les horribles pratiques que tu viens de nous partager, et qu'on faisait l'inverse diamétral, on aurait des résultats de fou. Exactement. C'est Charlie Munger qui explique que c'est bien plus facile d'éviter d'être stupide que de chercher à être brillant. Évitons d'être stupide. C'est ça. C'est ça. Clap de fin. Clap de fin. Flavien, merci beaucoup. Merci à toi. Moi, comme call to action de fin, je vous invite vraiment, les liens sont dans la description, à envoyer un message à Flavien sur LinkedIn. Envoyez-lui une invitation. Et comme ça, vous aurez une démo live de ce que ça donne. Et derrière, notre objectif, c'est de réussir à booker un rendez-vous avec vous pour implémenter le setting chez vous, tout simplement. C'est ça. Et on pourra faire une analyse de la conversation derrière, de votre côté, savoir si vous avez bien compris toutes les pratiques. On va inventer le méta-setting. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te laisse l'hypothétique mot de la fin. Ouais, merci pour l'invitation et à très vite sur la chaîne. Ciao.